Les vraies voix Sud Radio. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec une pluie de succès. Un manufacturier de cuir de père en fils depuis 1800 à Cherbourg collectionne les prix, les médailles dans les concours nationaux sous la marque La Véritable Cherbourg depuis 1986 et après s'être développée grâce au célèbre film Jacques Demy, les parapluies de Cherbourg. L'entreprise devient le parapluie de Cherbourg en 2020. Et avec nous pour en parler, Charles Yvon sera avec nous dans quelques instants, président de la maison Le Parapluie de Cherbourg. La France, le cœur de la marque, France 21, dépasse le cadre conventionnel d'une simple marque textile pour devenir un véritable label fédérateur d'authenticité. France 21 incarne un état d'esprit, une vision positive de la France du 21e siècle et fédère un peuple autour de ce qu'il a de meilleur. L'aventure a commencé virtuellement en 2013 avant de devenir réalité. Guillaume Combe-Morel, le fondateur de France 21, nous racontera cette belle histoire. Et améliorer la mobilité et l'autonomie des handicapés. La start-up lilloise Épure a conçu Dreft, un système de freinage adapté aux fauteuils roulants manuel qui permet de décélérer sans se blesser. Une solution 100% made in France destinée à améliorer le quotidien de près de 370 000 personnes à mobilité réduite en France. Colin Gallois sera avec nous. Il est CEO de Épure et on est ravis en tout cas de tous les accueillir. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est une grande histoire familiale, celle du parapluie de Cherbourg. Notre invité Charles Yvon est avec nous, président de la maison Le Parapluie de Cherbourg. Bienvenue, bonsoir. 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 On est ravis de vous accueillir. Quel temps fait-il chez vous? C'est la première question qu'on a envie de vous poser. Eh ben, en ce moment, en Normandie, il fait très beau. On a eu un beau soleil cet après-midi. Mauvaise période pour la vente de parapluies, alors. Vivement le soleil. On l'indiquait dans notre préambule, c'est une entreprise familiale qui est très, très, très âgée. 1800, c'est la date d'ouverture de cette entreprise. Voilà, donc c'est mes arrière-grands-parents qui avaient créé les manufactures de cuir des frères Yvon, voilà, qui portent le nom de famille, donc à Cherbourg, depuis 1800. Voilà. Et on est avec notre ami Olivier. Olivier, merci d'être avec nous, de l'agence Big, voilà, du Sacré Français, cette belle association. C'est vous, grâce à vous, que nous rencontrons ces belles entreprises. Petit mot peut-être sur cette belle société qui mérite d'être connue et reconnue, même si elle est déjà très connue. Oui, c'est clair. Bonjour. Effectivement, c'est toujours intéressant de voir des entreprises familiales qui évoluent en fonction des dirigeants et en fonction des enfants qui reprennent ces entreprises. Et quand on voit l'exemple de Charles, qui a refait de cette entreprise un succès incroyable, avec des innovations, avec de la culture, du beau parapluie. C'est un sacré français, faut quand même le dire. Oui, faut quand même le dire. Ouais. Et quand on regarde son site internet, les parapluies sont magnifiques. Alors ils sont monocolores, mais il y a une pléiade de couleurs. Et vous savez, quand il pleut, on dit sale temps pour les chauves, donc je suis particulièrement concerné. Comment c'est du 100% made in France, de la conception à la fabrication, c'est du tout fait main. Racontez-nous tout, Charles Yvon. Et oui, donc on est situé en plein cœur de ville à Cherbourg, en plein centre-ville. Donc on peut visiter la manufacture, on reçoit 30 000 visiteurs à l'année. On peut découvrir toutes les étapes de fabrication. Alors pour un parapluie, ça paraît un objet très simple, mais il y a plus de 50 étapes pour fabriquer le parapluie. Et chez nous, toutes ces étapes-là sont fabriquées à la main et on peut voir les personnes en direct. On peut venir du lundi au samedi et on voit les personnes travailler, fabriquer les parapluies et on comprend comment on fabrique. Et je pense qu'aujourd'hui, où on utilise des objets, on ne sait pas forcément comment c'est fabriqué, je trouve que c'est beau de pouvoir montrer le savoir-faire, ça valorise le travail à la main. Et aujourd'hui, on a besoin de voir ces choses et on le montre. Et tout le monde est ravi parce que les manufacturières adorent transmettre leur savoir-faire. Et montrer, et puis ça intéresse les personnes, enfin, c'est un vrai sujet. C'est important de le dire, que vous êtes une entreprise qualité tourisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui qui s'ouvrent effectivement à la visite pour aller voir des savoir-faire français, parce que c'est un savoir-faire français. Oui, c'est un savoir-faire 100% français qu'on développe au fur et à mesure. Donc on reste pas sur nos acquis du savoir-faire, il date il y a plusieurs décennies. On évolue, les machines évoluent aussi, le geste est de plus en plus beau, de plus en plus technique. Chez nous, une personne qui vient dans l'entreprise, alors il n'y a pas d'école pour fabriquer des parapluies, donc on forme les personnes en interne
il faut compter jusqu'à 50 formations, car toutes les personnes sont polyvalentes et elles peuvent fabriquer un parapluie de A à Z. Est-ce qu'il y a des noms de métiers? Est-ce qu'il y a des métiers particuliers ou des expertises particulières? C'est le moyen de découvrir justement ces expertises. Alors, oui, c'est des étapes qui n'existent nulle part. Donc, cette expertise va arriver en travaillant à la main. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. J'ai un parapluie avec moi pour vous montrer. Rien que pour mettre la bague qui est ici, il y a un petit clou. Le petit clou est en laiton, parce qu'il ne va pas s'oxyder dans le temps. Oui. Le parapluie reste très beau et peut. Donc c'est à la base de la poignée, c'est ça, pour ceux qui nous écoutent? Voilà, tout à fait. À la base de la poignée, il y a une bague qui entoure la poignée et on va venir sertir cette bague. Mais pour la sertir, il va falloir faire un pré-trou avec un pointeau. Après, mettre le clou en laiton, le mettre au marteau, mais d'une façon très précise pour pas abîmer la bague qui est dorée à 18 carats à côté. Ah oui. Et on va finir avec un feutre pour que l'arrondi soit parfait, qu'on ne se blesse pas à la main et que ce soit très agréable. Et vous travaillez des matériaux valorisants, par exemple, le manche, c'est de l'érable, c'est des bois quand même qui sont de très beaux bois. Oui, alors on sélectionne, on est très, 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 très dur dans la sélection des matériaux qu'on utilise pour nos parapluies. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir un parapluie qui se transmette de génération en génération. Et pour ça, il faut utiliser des beaux matériaux. Donc, l'érable est un très, très bel exemple. On utilise du charme également. On peut aussi faire du sur-mesure avec des poignées en palissandre, en ébène. Bon, voilà, on peut le customiser de A à Z. Comme tout est fabriqué à la main, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, et vous faites aussi forcément le parapluie du président de la République, qui était un parapluie particulier. Oui, alors on a la licence de marque de parapluie de l'Élysée, donc vous retrouvez sur la boutique officielle de l'Élysée un parapluie à l'effigie du président de la République. Et on fait également aussi un parapluie complètement différent qui est très innovant, qui s'appelle le Parapactum. Oui. Et là, qui est un parapluie de défense. Alors, il est vraiment fait pour les gardes du corps. Le parapluie pèse 2,5 kg. Expliquez-nous-le, oui. Expliquez-nous. Expliquez-nous-le. Comment il est fait, comment on se défend avec, c'est impressionnant. Oui, alors c'est très particulier. Comme je l'ai dit, c'est vraiment fait pour les gardes du corps. C'est un parapluie qui fait 2,5 kg, qui fait 1,30 m d'envergure. Quand on le porte dans la rue, si je le porte par exemple, on va se retourner facilement parce que ça fait un parapluie qui est beaucoup, beaucoup plus gros qu'un parapluie classique. Mais il va résister, par exemple, alors je peux pas dire à tout ce qui résiste, mais il va résister à des gros pavés des gros cailloux, enfin, tout ce qu'on va retrouver sous la main en manifestation, à la pluie également, au feu et à l'acide. Oui, à la pluie, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. J'ai résisté au coup de couteau. C'est une bonne nouvelle. Et est-ce que alors on parle forcément du président de la République française, mais est-ce que c'est un parapluie qui s'exporte vers d'autres pays, d'autres chefs d'État dans le monde? Oui, la majeure partie des ventes s'effectue à l'export, forcément, et on équipe beaucoup de pays. Mais malheureusement, je ne peux pas dire les noms parce qu'on parle d'un objet de sécurité. Absolument. Oui. Mais on équipe beaucoup de forces spéciales et de... Justement, vous avez un aspect mémoriel et on va dire ami avec l'armée. Vous avez un partenariat notamment avec le Bleuet de France, la Bleuet de France, c'est la commémoration de nos anciens combattants, la gendarmerie, la marine, et même mémoriel avec le parapluie commémoratif du débarquement de Normandie. Bon, sachant que vous êtes dans le Cotentin, c'est vraiment un événement qui a beaucoup marqué localement. Oui, à l'époque, au 50e anniversaire, donc en 1994, on a fabriqué un parapluie avec tout ce qui s'est passé le jour J. Donc, toutes les plages sont référencées sur le parapluie, sur les 8 pans du parapluie. On explique tous les régiments d'infanterie, tous les bateaux, tous les chars qui sont arrivés le jour J. Et c'est un parapluie qui était offert à l'époque par le président de la République à tous les présidents qui sont venus. Et au 50e anniversaire, il y en a eu beaucoup de représentés. Donc la reine d'Angleterre a reçu un parapluie, et tous les autres présidents présents ont reçu un parapluie en cadeau. Vous avez dit tout à l'heure on l'a dit, que c'est une lignée familiale. Est-ce que vous étiez, prédestiné à reprendre l'entreprise ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'à la base, j'ai fait plutôt des études scientifiques. J'ai fait physique, mathématiques, donc plutôt éloigné du commerce. Mais en même temps assez proche du parapluie de sécurité. Quand j'avais l'entreprise, quand mon papa travaillait sur le parapluie de sécurité, et la résistance des matériaux, ça a bien servi pour développer ce parapluie. Et après, j'ai appris les différents métiers. Et après, voilà, comme vous avez évoqué tout à l'heure dans le sujet, le goût d'entreprendre également. Et je pense que j'ai aussi attrapé le virus.
Et voilà, c'est super, c'était une super expérience. Est-ce que c'est compliqué de transformer une entreprise qui fait des parapluies? Alors je sais que vous ne faites pas que ça, mais c'est quand même votre cœur de métier, c'est la raison première pour laquelle on vient chez vous. Est-ce que c'est difficile de transformer cette entreprise et de la pérenniser? Parce que c'est vrai que l'arrivée des parapluies peu chers de l'étranger, ça crée quand même une concurrence, même si on ne parle pas du tout des mêmes produits. Oui, effectivement, il y a une concurrence indirecte qui est assez forte. Avec les parapluies qui viennent d'Asie notamment, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Bon, c'est pas du tout les mêmes objets non plus. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, on en a marre d'acheter des objets qu'on va utiliser une fois et jeter à la poubelle. Je pense qu'il faut arrêter avec ce système-là, d'une pour la planète et une autre aussi pour soi, parce que utiliser un bel objet, c'est très agréable, et quand on peut le garder des dizaines et des dizaines d'années, au lieu de les envoyer dans des poubelles qu'on peut même pas recycler, parce qu'un parapluie qui vient d'Asie, on ne sait pas le recycler. C'est des matériaux qui sont désastreux pour l'environnement. Alors que voilà, avoir un bel objet qu'on peut réparer, parce qu'on fait la maintenance chez nous également. Si vous avez un petit problème, on va le réparer. Moi, je pense que c'est l'avenir. Aujourd'hui, on commence à prendre conscience, et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que chef d'entreprise de promouvoir le Made in France à travers des beaux objets qui durent dans le temps, et changer un petit peu nos mentalités ou du rapide pas cher. Et de créer une deuxième main aussi, parce que avec l'Asie, on peut pas créer, enfin en tout cas, on peut pas revendre son parapluie, ça c'est clair, ce qui est le cas avec vous, ou en tout cas le faire passer à quelqu'un d'autre. Complètement. Aujourd'hui, on va sur n'importe quel site internet de vente de deuxième main, on retrouve le parapluie de Cherbourg. Voilà, et à des prix qui gardent la cote, c'est assez incroyable. Alors ils ont une qualité, parce qu'on a tous vécu, alors dans ce studio et toutes celles et ceux qui nous écoutent, une rafale de vent et le parapluie qui se retourne. Ça vous est déjà arrivé, Cécile? Non, mais je me souviens de François Hollande, par exemple. Ça nous est tous arrivé. Vous avez des parapluies qui résistent à plus de 100 km/h de vent. Alors dites-nous tout ça. Alors oui, on a un modèle. Alors si vous aimez vous balader quand il y a du grand vent, il y a un modèle spécial pour les promeneurs de l'extrême qui s'appelle l'anti-bourrasque. Et l'anti-bourrasque va résister jusqu'à 155 km/h de face. De dos, ce sera dans les 60 km/h, mais voilà, faut juste changer de direction. Voilà, en général, quand il pleut, on se met face au vent pour se protéger. Donc voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est face au vent. Et voilà, c'est un modèle qui va rester jusqu'à 155, ce qui est énorme. Et on fait des tests en soufflerie à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École, où on teste tous nos modèles pour voir à quelle résistance, où il casse, comment l'améliorer. C'est très empirique, mais sur un parapluie en 3D où on allie le bois, le métal et le tissu, eh ben, c'est la meilleure façon de pouvoir continuer à développer nos produits. Est-ce que ça veut dire que ce sont des brevets français aujourd'hui ? Oui, alors il y a plusieurs brevets français. On travaille beaucoup avec des co-traitants français également pour avoir des très belles finitions et avoir les plus beaux matériaux possibles. Ah oui. Et par exemple, alors expliquez-nous, parce qu'on a parlé des manches en bois, toutes les structures ensuite, c'est quoi comme métal? C'est de l'inox, c'est de l'aluminium pour résister à la corrosion, c'est quoi exactement? Et également le tissu du parapluie, excepté celui pour la protection du président. Oui, excepté celui du président, c'est un tissu très particulier d'ailleurs qui est breveté, c'est un tissu made in France. Sinon, on utilise un tissu en taffetas de polyester qui a des très fortes propriétés contre l'imperméabilisation, contre l'eau. Ensuite, ça va dépendre des modèles. On a des modèles qui sont plutôt classiques avec le mât en bois. On va ouvrir le parapluie à deux mains, donc très très chic, magnifique pour aller dans un gala. Et on a des parapluies un peu plus sport où on aura des baleines en fibre et un mât en acier galvanisé pour qu'il soit vraiment très résistant. Qui sont vos clients aujourd'hui? Forcément le particulier qui vient chez vous, mais est-ce que vous sous-traitez pour des marques de luxe ou enfin, j'imagine. Oui, aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est vraiment le particulier. On a une centaine de revendeurs en France. On a aussi un site internet qui, vous en parlez tout à l'heure, qui est au goût du jour, qui est tout neuf, qui marche très très bien. Et on travaille avec de très belles maisons du luxe. On travaille avec les deux plus grands groupes du luxe au monde. Donc voilà, on travaille toujours en co-branding, on ne travaille pas en marque blanche. Donc c'est-à-dire que le parapluie de Cherbourg apparaît toujours sur le produit. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui parce que les gens ont aussi connaissance que nous faisions un savoir-faire d'exception, qui est d'ailleurs labellisé entreprise du patrimoine vivant. Et nos produits sont tous certifiés Origine France garantie.
qui montre qu'on fabrique bien en France. Olivier et Robert, quand on entend ça, on se dit que la France est pleine de ressources encore, et il y a encore de vieilles grandes maisons qu'il faut protéger. Exactement. Et puis tout ce qu'évoque Charles, ça démontre que le Made in France a une valeur incroyable. C'est la qualité. Les parapluies, par exemple, se transmettent de génération en génération. Ça veut dire qu'ils s'usent pas. Ça veut dire qu'ils sont beaux. Et donc ça, ce sont les valeurs du Made in France. Faire travailler des filières, c'en est aussi. Créer ou recréer des métiers qui n'existaient plus. On trouve ou les énormément. pérenniser. Ou les pérenniser, exactement. Et ça, c'est vraiment la démonstration de ce qui est possible à faire quand on a décidé de faire du Made in France. Moi, depuis que j'ai entendu Charles Yvon, j'ai envie de demander à Monsieur Météo de Sud Radio, Rémi André, de nous annoncer de la pluie tout le temps. Pas vous, Cécile? Non. Cette parapluie sont tellement beaux, moi j'ai envie de demander de la pluie. Moi, je trouve qu'un beau parapluie posé, même à l'entrée d'une maison, même quand il fait beau, c'est toujours très bien. Merci en tout cas, Il y a l'utile et l'agréable. Absolument, je vous conseille d'aller visiter cette belle entreprise française. C'est à Cherbourg, ça s'appelle les parapluies de Cherbourg, ou le parapluie de Cherbourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Yvon. Vous restez avec nous, on continue dans un instant. Dans un instant, on va vous parler de vêtements, voilà, en tout cas. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un message dans ces vêtements. C'est une belle entreprise qui date de 2013, qui fonctionne très très bien et qui véhicule de très belles valeurs. Vous restez avec nous, c'est les Vraies Voix Responsables. On est toujours avec notre ami Olivier Robert, bien sûr, de Sacré Français, et puis on revient dans un instant avec Philippe David. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver comme tous les mercredis avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h et on parle Made in France ce soir avec Olivier Robert, Sacré Français. Olivier Robert, Sacré Français, c'est quoi finalement ? Eh bien, Sacré Français, c'est la mission de Sacré Français, c'est de faire rayonner les entreprises françaises et de les aider à réussir dans leur communication. Donc, il y a 3 piliers. Le premier, c'est de les mettre en avant via des interviews que l'on réalise. La deuxième, c'est de les conseiller dans leur communication, trouver le bon ton, trouver le bon message, pas se tromper. Et la troisième, c'est de trouver les bons vecteurs de cette communication. Dans l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure avec Charles Yvon et les parapluies de Cherbourg, on a beaucoup travaillé sur le discours. Charles Yvon était aussi présent sur le site internet, et nous faisons tout ce qui est activation de son site internet et de son trafic pour l'aider avec un objectif, c'est efficacité et apporter du chiffre d'affaires. Ah, voilà. Et France 21 pardon, est une marque pays profondément humaine, subtilement chauvine et amoureusement fédératrice. C'est ce que revendique en tout cas son fondateur Guillaume Combe-Morel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Un peu de chauvinisme ne fait pas mal. 2013, vous décidez de vous lancer dans cette aventure, puisque finalement le Pérou vous a ouvert la voie. Tout à fait, exactement. L'idée est née au moment où je suis en voyage au Pérou et que je découvre cette formidable marque pays lancée peu de temps auparavant par l'État péruvien et portée fièrement par tous les Péruviens sur des t-shirts. Et donc qui s'appelle Pérou. Exactement. Et quand je vois le sourire de ces Péruviens, je me fais instantanément la remarque. En France, on serait bien incapable de porter une marque pays sans être immédiatement connoté politiquement. Ouais. Ben oui, parce que à cette époque, en 2013, moi je suis de cette génération qui a grandi avec le drapeau bleu-blanc-rouge uniquement dans des manifestations politiques, on va dire, et donc très négativement connoté. Et paradoxalement, les Français sont très chauvins et on jouit d'une belle cote d'amour dans beaucoup de pays dans le reste du monde. Et un peu la conjonction de ces facteurs a fait que je me suis dit qu'il était possible de lancer une marque pays à partir du moment où on communiquait correctement sur les valeurs véhiculées par cette marque pays. Et vous êtes donc au Pérou en 2013, vous revenez en France et vous mettez 2 ans pour mettre cette idée en musique. Comment ça s'est passé pendant ces 2 ans ? Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que dès que je suis rentré, comme tout entrepreneur, tout jeune entrepreneur qui se respecte, j'avais immédiatement compris mon idée. J'avais une 30aine d'années. Et donc j'ai voulu immédiatement déposer la marque. D'autant que quand je suis revenu de ce voyage, j'ai entendu que une certaine marque France était en cours de réflexion, d'élaboration avec Arnaud Montebourg, Agnès B, Philippe Lenchner, etc. Et je me suis dit, ils vont lancer une marque de leur côté, peut-être une marque pays, portée par l'État. Ça ne m'empêche pas de porter cette déclinaison de marque pays à mon humble niveau, modeste niveau, citoyen. Et le seul inconvénient, c'est que je ne pouvais pas appeler cette marque France tout court, puisque ce nom avait déjà été déposé par l'État français. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que ça a été déposé en 2008.
Eh bien, oui, assez tardivement. Oui, assez tardivement. Mais bon, elle a été déposée en tout cas. Et puis c'était pas mon intention de toute façon d'aller jouer sur ce terrain. Ça a plus été une opportunité pour moi de trouver ce nom de France 21. Le 21 en chiffre romain me permet de traduire en fait les valeurs de la marque, la fierté des racines latines, un peu la jambe dans le passé. Je mets dedans le côté béret, baguette, tous les clichés que le monde entier a sur les Français. Et qu'on aime. Et qu'on aime, exactement, dont on est très fier. Et en même temps, l'amour de la France du XXIe siècle et de notre multiculturalisme. Et ce que j'appelle la génération Black Blamber bridée, en référence à ceux qui l'ont connu, à la génération 98, complétée de la population asiatique qui n'était pas encore trop présente en France à cette époque. Mais c'était une façon de sortir, pardon, excusez-moi, c'était une façon aussi de sortir du Paris qu'on a, avenue rue de Rivoli ou à la sortie des aéroports. C'est-à-dire que le bête suite marqué Paris dessus, comme vous allez aux États-Unis, vous achetez New York, et voilà. C'était vraiment de mettre en place une véritable marque. Oui, il y a une véritable stratégie de marque pays, parce que je me suis rendu compte que la plupart des marques pays existantes avaient la possibilité de faire référence à leur drapeau. Donc effectivement, on pense au drapeau du Brésil sur les serviettes de plage, on pense au drapeau du UK sur même des rétroviseurs de voitures. Je parle pas du drapeau des États-Unis qu'on voit un peu partout. Et moi, je ne voulais pas jouer sur le drapeau bleu-blanc-rouge, puisque je voulais m'extirper immédiatement de la connotation dont je parlais tout à l'heure, pour me concentrer sur le nom de notre pays. Et donc c'était effectivement une stratégie assez nouvelle, parce que le Made in France en était à ses débuts, à ses balbutiements, mais il y avait le slip français qui existait, qui attirait déjà bien la lumière, exactement. Mais qu'on montre moins qu'un sweatshirt, par exemple, en général. Ça dépend on montre moins qu'un sweatshirt, mais... Ça dépend dans quelle soirée. C'est une question de moment. Vous m'expliquerez les soirées que vous fréquentez. Non, et puis à partir du moment où on a le sens d'une communication décalée, je suis assez admiratif de la façon dont il a réussi à communiquer justement sur ses sous-vêtements, parce que c'est pas forcément évident. Et là, le positionnement était différent, c'est-à-dire que au-delà du Made in France, qui était une condition un peu sine qua non de toute façon du concept de la marque, je voulais vraiment attirer sur les valeurs que je véhiculais et pouvoir expliquer au plus grand nombre que on avait la possibilité de porter le nom de notre pays fièrement, puisqu'on est chauvin. Assumons-le, portons-le, disons-le. Guillaume Combe-Morel, vous dites sur votre site internet que ce qui vous a inspiré cette ligne de vêtements, c'est que le seul vêtement patriote qu'on pouvait porter, c'était le maillot de l'équipe de France de football et de l'équipe de France de rugby. Alors ça cantonne aux championnats d'Europe et aux Coupes du Monde pour le foot, et aux tournois destination et aux Coupes du Monde pour le rugby. C'est vraiment ça qui vous a inspiré? Alors c'est un des constats de départ que je me suis fait, effectivement. Les seuls vêtements qui nous permettaient de porter le nom de notre pays étaient ces maillots de sport. Et de surcroît, qui n'étaient malheureusement pas fabriqués en France. Alors peut-être ceux des athlètes, mais en tout cas pas ceux vendus au grand public. Non, même ceux des athlètes sont pas vendus, fabriqués en France. Et ça a peut-être un peu changé depuis, mais voilà. Bon, de toute façon, l'idée n'était pas de polémiquer. On va pas réussir ou construire un succès en dénigrant les autres, mais plus de proposer une voie alternative en disant, voilà, moi je veux pas me limiter à l'univers du sport. Moi, ce qui me plaît dans la France, c'est tout ce qui fait notre fierté d'être français. Donc, il y a évidemment le sport, mais également la gastronomie, l'entrepreneuriat. Et puis, moi, je voulais une touche au second degré. J'aime bien rire, donc je trouvais que l'humour était une façon possible de communiquer sur les valeurs de la France. On va en parler dans quelques instants, mais vous arrivez dans cette... une fois que vous avez défini votre stratégie, après c'est un métier, la manufacture entre guillemets, de fabriquer des vêtements. On finalement se dirige vers où? Comment on fait pour monter cette entreprise, parce que c'est compliqué quand même. Sacré challenge, gros défi. Effectivement, en 2014, donc au moment où j'amorce la recherche de fournisseurs, il y a personne qui a encore un site internet. Les fabricants sont isolés, mais ils ont pas encore c'est du bouche à oreille en fait. Voilà, c'est du réseau. Donc j'ai écumé un petit peu les salons parisiens. Le salon du Made in France n'existait pas encore. Il y avait une première édition en 2012, mais attention, c'est un salon qui était déjà pour exposer des marques auprès du grand public et non pas un salon avec des fabricants. Donc j'ai écumé un petit peu les salons professionnels, et c'est un peu par hasard que j'ai réussi à trouver donc Chantecler, qui est mon fabricant, qui est basé à Troyes, qui m'a donné la possibilité de fabriquer des petites séries pour commencer, mais qui offrait en même temps la possibilité, en cas de succès de la marque, de répondre présent. Et ça a été une vraie belle rencontre. On les vend où?
Mes produits? Oui. Non, mais au début, quand vous faites une petite série, il faut bien un endroit pour les vendre. Au début, on les vend à ses copains, j'imagine. Bien sûr. Et puis après, on élargit le cercle. Mais comment? Il y a une première soirée de lancement, et en fait très vite avec le bouche à oreille, la sauce prend. C'est-à-dire que j'ai réussi à toucher très rapidement des chefs, donc qui ont commencé à porter mes vêtements. J'ai participé donc 4 mois après le lancement de la marque au MIF Expo. Donc c'était déjà la 3e ou 4e édition, si je dis pas de bêtises. Le salon du Made in France, exactement. Et à cette occasion, j'ai eu un coup de projecteur médiatique qui m'a permis d'avoir mes produits placés à des heures de grande écoute sur des chaînes voilà très très vues. Là, ça m'a permis ça m'a permis de faire exploser la marque. Et ensuite, derrière, on arrive dans le vif du sujet. Très bien, le buzz est là, mais comment on le fait vivre? Et c'est autant de questions qui sont autant de découvertes pour des jeunes entrepreneurs comme moi. Donc derrière, il faut aller les porter. Et donc j'ai fait énormément de boutiques éphémères, de pop-up stores, de présence pour expliquer la marque, pour présenter les produits, pour que les gens comprennent et pour aussi expliquer le prix des produits. Pourquoi un t-shirt que je vendais, pourquoi je vends un t-shirt à 60 € alors que on trouve la plupart des t-shirts à 20 € dans le commerce. Et vous êtes à Troyes, mais vous fabriquez également dans 2 autres villes, a priori Saint-Étienne et Biarritz, c'est ça? Alors, la fabrication des produits, toute la partie confection est basée à Troyes, à Saint-Poinge exactement, c'est en région troyenne. La partie impression est effectuée à Biarritz. On est chez l'ancien imprimeur des vêtements de surf, qui était très réputé dans cette région. Oui. Et donc par bouche-oreille, en faisant des boutiques éphémères, j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui m'a mis en contact avec Cocolo. Les écussons sont réalisés chez Néret, donc là qui pour le coup est un fournisseur historique de la région de Saint-Étienne, avec un vrai savoir-faire. Et toutes ces composantes du vêtement final que je propose chez France 21 font appel justement à ces savoir-faire qui sont localisés, et j'essaye vraiment de trouver des compétences qui soit sont à un niveau un peu familial et historique, soit on fait l'objet d'une certification Origine France garantie, en tout cas comme le sont mes produits. Puis ça permet d'avoir des choses à raconter aussi, c'est important. Ça fait partie de l'histoire, même si je pense que j'ai déjà une histoire très dense. J'ai jamais assez de temps pour aller au bout. Mais ça, en tout cas, ça doit rassurer le consommateur, ça doit le conforter. Et à ce propos, si je peux me permettre, j'en profite pour rappeler à tous les consommateurs d'avant d'acheter un vêtement, de regarder les étiquettes. Oui, c'est ça. C'est important. Le bon conseil, c'est quoi? Quelle étiquette? L'étiquette, la vignette de composition. Voilà, c'est ça. Donc c'est la vignette qui est à l'intérieur de votre vêtement, que ce soit un t-shirt, un sweatshirt ou même les jeans. Sur les miens, vous trouverez pas la mention Made in France, vous trouverez la mention fabriquée dans le meilleur pays du monde, puisque la marque est volontairement chauvine. Mais promis, c'est quand même bien fabriqué en France. Vous parliez tout à l'heure d'humour, puisque quand on regarde votre collection sur votre site internet, on voit que finalement il y a un franc-parler typiquement français sur certains de vos modèles. Et ça, c'est plutôt très drôle. Et alors, c'est ce qui m'a permis de positionner l'esprit de la marque dès le début. Parce que je ne voulais pas tout de suite arriver avec un vêtement qui permette de porter le nom France. Je voulais d'abord traduire les valeurs. Et si je peux le dire, donc j'ai eu l'expression que le monde entier nous envie. Putain, merde, fait chier. Qui sont les 3 jurons préférés des Français. Et dit en même temps. Dans l'ordre. Qui vont souvent exactement à la chaîne. Et qui sont également, pour rebondir sur le voyage que j'avais fait au Pérou, les premiers mots que les étrangers essayaient de dire en français dans un contexte non professionnel. Donc c'est assez saisissant. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Mais au-delà de ces gros mots, de cette expression vulgaire, et j'en profite pour préciser que vulgaire, étymologiquement, signifie commun à tout un peuple. Et ordinaire également. Exactement. Et ordinaire. J'ai fait le pendant pour enfants qui s'appelle Le Bien Élevé et qui est les 5 petits mots magiques qu'à titre personnel j'ai appris quand j'étais petit. Bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon et au revoir. L'idée étant de dire, voilà, avant d'apprendre à râler, puisque le visuel du putain merde fait chier s'appelle le râleur, c'est important d'être bien élevé. Et effectivement, ça fait partie des valeurs de la marque, de l'esprit que je voulais insuffler. Ces 5 mots magiques pour les enfants, c'est génial. Vous avez pas eu envie d'appeler cette collection la bonne éducation pour les nuls? Non, j'avais pas cette prétention-là, mais en tout cas, oui, l'idée c'est de dire, voilà, d'avoir un visuel mignon, et puis c'est le contraste qui fait l'esprit, en fait. On va décliner un peu, parce que Sud Radio, c'est la radio des territoires. Putain, merde, fait chier, ça c'est
tout l'Hexagone. Vous n'avez pas envie de faire surtout. Vous n'avez pas envie de faire le peu cher pour les Marseillais, le bout du Côme pour les Toulousains. Dans le Schnorr, vous connaissez bien le Schnorr, c'est quoi les gens Si, évidemment, il y aurait des déclinaisons infinies. Après, j'ai vraiment toujours voulu garder le positionnement de la marque au niveau national. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de marques qui font le travail justement de mettre en avant leur territoire et qui le feront certainement mieux que moi. Voilà, moi j'ai préféré, sans vouloir m'enfermer non plus dans les gros mots ou autres expressions, rester au niveau France. Et voilà. L'industrie textile en France, forcément, est en difficulté aujourd'hui. C'est important de se lancer pour relancer des nouvelles marques. On en parlait tout à l'heure avec le parapluie de Cherbourg, quand on voit tous les produits qui arrivent de l'étranger, de remonter ses savoir-faire, parce que ça c'est encore un savoir-faire, et de s'engager à déployer maximum de produits français. C'est important, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que entre le moment où je me suis lancé et aujourd'hui, les défis sont plus tout à fait les mêmes. À l'époque, je dirais que, donc en 2015-2016, je dirais que le défi était d'expliquer le Made in France, de dire voilà, mon produit est fabriqué en France, voilà comment il est fabriqué, par qui, pourquoi, etc. Aujourd'hui, les fabricants étant beaucoup plus faciles à trouver, il y a vraiment une explosion du nombre de petites marques qui se lancent sur le segment du Made in France. Évidemment, c'est ultra positif. Mais est-ce que vraiment à un moment où on parle un petit peu de consommation raisonnable, on a besoin que chacun aille de sa propre aventure? J'en sais rien. C'est des questions qu'il faut se poser moi-même en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ma marque a encore vocation à être légitime? Est-ce que il faudrait pas dire place aux jeunes à un moment? Oui. Pour éviter, vous voulez dire la surconsommation en tout cas. Oui, voilà, d'une certaine manière. Mais ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux du Made in France que du Made in ailleurs. Vous parliez de votre étiquette fabriquée dans le plus beau pays du monde ou le meilleur pays du monde. Vous travaillez quel textile exactement? Parce que vous faites de la layette même, vous faites des sweats, vous faites des polos, vous faites des t-shirts. Alors ça reste, c'est ça. Polo, sweatshirt, c'est du coton exclusivement. Coton bio pour les body bébé et t-shirt enfant, parce que donc le bien élevé notamment va du body bébé 3 mois au 18 mois et ensuite du t-shirt enfant du 2 ans au 8 ans. Parce qu'il a regardé, c'est pas sa taille. Hein. Oui, non. Il adorait, mais il n'a pas trouvé sa taille. Et en fait, c'est au moment de la création des prototypes, parce que en fait, tous les modèles sont des prototypes que j'ai moi-même mis au point avec mon façonnier. Et on a choisi par exemple le coton bio pour les body bébés et les t-shirts enfants parce que l'approche n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un body bébé, pour ceux qui ont des enfants, le savent très bien, ça va durer une soirée déjà, sans être caché. Et encore, c'est large. Et rapidement, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, l'enfant va grandir et on va pas avoir un besoin de conservation identique à un vêtement adulte, où là pour le coup, moi j'ai encore certains de mes clients depuis 2015 qui portent toujours mes t-shirts, et où là c'est un coton gazé, donc le terme n'est pas forcément très joli, mais c'est un traitement, un ennoblissement naturel qui vient brûler en fait toutes les petites fibrilles qui font que naturellement le coton a tendance à pelucher. Et c'est autant de petits détails et petites attentions qui font que ce vêtement, conjointement avec la confection proprement réalisée en France dans les ateliers de Chanteler, va donner une durée de vie et une qualité à votre vêtement. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est, on espère beaucoup de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des JO 2024. Ah bah oui, bien sûr. On espère surtout gagner déjà la Coupe du Monde de rugby. Ce serait déjà très bien. Mais gagner en t-shirt France 21. Ouais, en fait, là vous voyez par exemple, j'ai un modèle, on me fait la remarque souvent, avec les anneaux, je le verrais bien pour les Jeux Olympiques celui-là. Mais tout à fait, je suis tout à fait preneur. C'est vrai qu'on n'a pas la capacité en France de forcément pouvoir proposer massivement une production à des prix abordables pour le tout venant, ou d'être un partenaire officiel, parce que évidemment j'ai pas plusieurs millions d'euros à mettre sur la table. En revanche, je suis convaincu qu'il y a la place pour des marques plus confidentielles, telles que la mienne, telles que d'autres, qui proposent aussi de très beaux produits et qui pourraient faire trouver vraiment... Trouver des places pour les entreprises, par exemple. Tout à fait. Voilà, des partenariats entreprises. Donc c'est le sens de la démarche sur l'année 2023. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Je me fais une remarque, Cécile, sur notre ami Guillaume Combe-Morel. Je me dis, pour avoir l'idée de faire du Made in France au Pérou, je me dis, Guillaume Combe-Morel, c'est un cas.
Bon, d'accord. Non, arrêtez. Je vis ça toute la journée, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas me faire ça. Ne dites rien, tournez le dos et partez. En tout cas, ça s'appelle France 21. Allez voir sur le site internet, il y a forcément votre taille ou forcément, en tout cas, quelque chose qui vous conviendra. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler d'améliorer la mobilité et l'autonomie des handicapés avec une innovation extraordinaire. En tout cas, on est ravis de les accueillir. Ça s'appelle Épure avec 2 P et il sera avec nous dans quelques instants. On vous en parle à tout de suite. Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, on vous parle de Made in France et on aime bien, nous, le Made in France. Et on est avec Olivier Robert de Sacré Français. Le Made in France, c'est un peu notre passion au quotidien, Olivier. Et on s'engage, en tout cas, vous vous engagez au quotidien pour les mettre en valeur, les aider, les soutenir, parce que c'est pas toujours évident. On a l'impression que c'est facile, le Made in France, mais en fait, non, pas du tout. C'est extrêmement compliqué. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter les entrepreneurs, les idées. Moi, j'essaie d'être un ambassadeur pour eux. La preuve, aujourd'hui, je suis mannequin France 21. Je suis pas venu avec mon parapluie de Cherbourg, mais évidemment. Et oui, non, c'est vrai que c'est souvent un parcours du combattant. Ça prouve que ces entrepreneurs, ils ont une foi, ils sont extrêmement motivés et ce sont des durs à cuire. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, ils ont envie. Et on voyage, on a parlé de la Normandie, on a parlé de Paris, on a parlé de Troyes, on a parlé de Biarritz, on a parlé de Saint-Etienne. Maintenant, on prend la direction du Nord avec Colin Gallois, avec une invention géniale. Vous êtes patron de Épure, c'est pour les personnes en situation de handicap en fauteuil roulant. Vous avez créé le Dreft ou le Drift? Comment Le Drift. Le Drift. Parce qu'en flamand, c'est le Drift. C'est Oui, Lillois. Oui, tout à fait, mais je ne m'offusque pas, vous pouvez le prononcer Drift. C'est un système de freinage extraordinaire pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Expliquez-nous ce produit. Ce sont les vélos hollandais qui vous ont inspiré ça. En effet. Alors aujourd'hui, ce que j'explique souvent, c'est que pour freiner en fauteuil roulant, c'est un petit peu comme si on était sur un vélo et qu'on freinait en saisissant la roue avant à pleine main. Donc on vient se brûler la main, on vient tirer sur ses bras pour ralentir le fauteuil. Bref, on utilise ses mains comme des plaquettes de frein. Et j'en ai fait l'expérience en sortant de l'école d'ingénieur dans laquelle je faisais mes études en 2015. Et un soir, je sors de l'école pour rentrer chez moi et je croise un utilisateur de fauteuil roulant qui est dans une pente et qui donne des grands coups sur ses mains courantes. C'est ce cerceau métallique qui est concentrique à la roue et qui permet de se propulser, mais aussi, comme je viens de le dire, de ralentir. Et donc je le vois donner des grands coups pour freiner le fauteuil, puis relâcher parce qu'il se brûle la main, puis reprendre de la vitesse. Et je me suis posé la question qui a tout changé, en tout cas, c'est pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ses freins? Et la réponse, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il y a bien des freins de parking qui permettent de bloquer le fauteuil, d'immobiliser un fauteuil qui est déjà à l'arrêt, mais rien pour ralentir dans une pente. Oui, dans une pente, c'est impossible. Tout à fait. Sinon, c'est la chute. Exactement. Et là, forcément, l'histoire commence comment? C'est-à-dire que vous partez tout de suite, vous imaginez ce système? Alors moi, je faisais à l'époque des études en ingénierie mécanique et en design industriel. Et la base du design, c'est de pas avoir de certitude et d'aller poser des questions aux utilisateurs. Donc je suis allé rencontrer un utilisateur de fauteuil roulant qui était un professeur de l'école qui utilisait un fauteuil. Je lui raconte ce que j'ai vu et je me rappelle qu'il tire son tiroir et il me montre deux platines de cuir qu'il avait fait faire par un cordonnier en me disant non, il n'y a pas de frein. Moi j'utilise parfois des gants de vélo, mais c'est compliqué pour les personnes qui ont une affection au niveau des membres, des membres supérieurs aussi d'enfiler des gants. Vivre toute la journée avec une paire de gants, les auditeurs peuvent faire le test, c'est loin d'être rigolo. Et puis surtout, cette fameuse mitaine de cuir qu'il me présente, là, il me dit voilà, j'utilise le week-end quand je pense à faire une sortie, mais au quotidien, on n'a rien, on freine avec nos mains. Et vous fabriquez donc, ça se clipse, c'est très simple, même pour une personne handicapée, dites-nous. Alors, notre système, en effet, il prend la forme d'une paire de roues. Le système de freinage, il est, comme vous l'avez introduit, inspiré des vélos hollandais, ces vélos à rétro-pédalage, et donc il est au centre de la roue. Par contre, le produit qu'on commercialise, c'est bien la roue complète, et le fait de faire une roue complète, ça permet d'être facilement installable sur les fauteuils roulants manuels sans avoir à changer le fauteuil complet. Et ça permet ensuite de garder la mobilité de cette paire de roues pour faire en sorte que, comme tout fauteuil actuel, on peut démonter les roues pour facilement les ranger dans le coffre ou en tout cas les passer dans une voiture. Aujourd'hui, on est où en matière de production? Ça avance? On vient de livrer la première production à nos 100 premiers clients.
Donc on est passé par une phase de précommande où d'avril à septembre, on a ouvert le carnet de commandes qui s'est rapidement rempli. En septembre, c'était intégralement précommandé. Puis on a lancé la production de ces 100 premières paires de roues qu'on a livrées là au tout début du mois. Et donc on commence à avoir, au-delà des nombreux testeurs qui avaient déjà essayé le produit, là, des retours des premiers clients et qui sont satisfaits. Et ça nous donne la motivation pour continuer. En matière j'imagine que vous êtes soutenu par des centres de santé sur ce projet, par exemple. En effet, on a co-développé, en tout cas interrogé dès le début. Ce qui est important, c'est que avec Lancelot Durand, mon associé et ami avec qui on a fondé Épure, on n'y connaissait rien du tout au fauteuil. Et dès le début, je racontais tout à l'heure comment je suis allé interroger un utilisateur, puis plusieurs dizaines, et aussi des professionnels de santé. Et assez tôt, en 2016, on a remporté le prix de la Société française de médecine physique et de réadaptation. On a été confronté à des médecins, à des ergothérapeutes, à des professionnels de santé qui côtoient toute la journée des dizaines et des dizaines d'utilisateurs de fauteuils roulants et qui ont pu, dès le tout début du projet, nous faire des retours et nous permettre d'améliorer le produit et de concevoir ce qu'est Drift aujourd'hui. En tout cas, ça s'appelle Drift, la société s'appelle Épure et 2PUR. Et pour vous contacter, vous avez un site internet, bien entendu, j'imagine. Tout à fait, ou pour candidater, on recherche aussi des nouveaux épuriens pour nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à consulter nos offres d'emploi sur notre site internet. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Colin Gallois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Olivier Robert. Merci. De Sacré Français, merci à tous nos invités ce soir. On va parler bien sûr du parapluie de Cherbourg. Et puis on reviendra sur aussi France 21, allez voir sur leur site internet et achetez chez eux s'il vous plaît, achetez français. Ouais, et 21 en chiffres romains, vous faites bien de me le dire. À demain Philippe David. 17h pour les vraies voix, avec grand plaisir. Tout de suite on va parler d'argent avec Force, conseil de famille Stéphane Moller et ensuite le Loft Music, Elisa Tovati et Arthur Elie. Merci aux équipes des vraies voix et salut à demain.